Bonjour à tous et bienvenue dans Pour tout vous dire. Les salles de cinéma, fermées pendant plusieurs mois en 2020 et 2021, ont subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire. En France, leur fréquentation a connu un rebond depuis la réouverture en mai, mais le déploiement du pass sanitaire à compter du 21 juillet a nettement ralenti cette dynamique. Concurrencées depuis plusieurs années par les plateformes de VOD, les salles de cinéma parviendront-elles à reconquérir le public ou faut-il considérer que de nouveaux usages comme le home cinéma et la consommation de films sur tablette et téléphone portable les relègueront bientôt au passé? Nous ferons le point sur toutes ces questions en compagnie de nos deux invités, Jérémy Pelletier et Noël Garino, qui sont avec nous pour la première partie de cette émission. Et puis, nous accueillerons tout à l'heure le réalisateur Luc Maresco, qui viendra nous parler de son nouveau film, un documentaire intitulé Poumon vert et tapis rouge. Bonjour à tous les deux, Noël Garino et Jérémy Pelletier. Bonjour, Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Je vais vous présenter pour commencer. Jérémy Pelletier, vous êtes directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, Fondation politique d'utilité publique. Et vous êtes auteur notamment de Se divertir demain. Et vous venez de publier La fête est finie aux éditions de l'Observatoire. Et vous, Noël Garino, vous êtes un économiste, mais aussi un spécialiste de l'industrie cinématographique chinoise et délégué artistique du Festival du cinéma chinois en France. Alors, le cinéma en salle serait mort. La cause, les nouveaux usages adoptés suite à la fermeture des salles pendant les épisodes de confinement et la concurrence des plateformes de VOD. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, riche en cinéma de quartier, pour poser la question à quelques passants. Nous les écoutons. Alors moi, j'ai beaucoup réduit ma présence au cinéma, tout simplement parce que avec la saison en plus de l'été, c'était déjà moins propice. Et puis, clairement, le pass sanitaire, je trouvais que c'était quand même une contrainte supplémentaire. Avoir le passeport complet prenant du temps. J'avais pas forcément envie de faire un test antigénique pour aller faire une séance de cinéma. Donc oui, je pense que j'ai pas mal réduit la fréquence de mes séances. Ouais. Le contexte est un peu particulier. Avec la pandémie, la fréquentation a dû chuter. Par exemple, avant, j'emmenais mes enfants tous les week-ends au cinéma. Et là, depuis la pandémie, je ne l'ai pas fait. Mais on recommence à y penser. Je pense que ça pourrait reprendre bientôt. Les Netflix et compagnie vont prendre de plus en plus de place. Il y a de plus en plus de gros films qui sont tournés par ces chaînes, enfin, que ce soit Amazon ou Netflix. Et à mon avis, ça va prendre de plus en plus de place au cinéma. Et si je devais faire quelque chose, oui, ça serait un plus gros écran. Voilà, je pense que ce serait ça, oui. Peut-être avec un meilleur son, des choses comme ça, mais dans l'environnement classique d'aujourd'hui, mais en plus gros. Après, c'est vrai que bon, c'est très avantageux de regarder tout ce qui est séries, Netflix à la maison par rapport à les risques qu'on peut prendre à l'extérieur. Hein. Mais comme tout le monde sait, hein, tous les grands films, on est obligé de voir confortablement dans une grande salle. Donc le cinéma ne sera jamais mort. Alors, si on écoute ces témoignages, ça ne confirme pas du tout cette idée que le cinéma en salle serait mort. D'ailleurs, si on regarde les chiffres fournis par le CNC, il y aurait eu 11,3 millions d'entrées en France, donc en août 2021, donc près du double de l'année précédente. Donc, ce ne serait finalement pas si catastrophique. Alors pourquoi, d'après vous, cette crainte de voir disparaître le cinéma dans les salles? Jérémy Pelletier. Alors, je crois qu'il y avait des tendances qui préexistaient à la crise, mais qui ont été accentuées à travers la crise. C'est l'individualisation d'un certain nombre de loisirs, le fait de
recroqueviller dans sa sphère intime un certain nombre de loisirs. On a beaucoup parlé, vous savez, du fait maison, de la cuisine à la maison, et c'est effectivement aussi vrai sur les loisirs cinématographiques, sur les divertissements cinématographiques, à commencer effectivement par Netflix. Vous savez, il y a une tendance qui est très forte globalement dans la société, c'est l'individualisation globalement de nos vies, c'est l'amazonisation entre guillemets de nos vies, et je crois que le Covid et les confinements ont accéléré cette espèce de société du sur-mesure, c'est-à-dire la société qui vous permet d'avoir ce que vous voulez à temps donné, au moment où vous le voulez. C'est effectivement les plateformes qui viennent vous livrer ce dont vous avez besoin pour manger au moment même où vous avez besoin. Il y a cet élément-là, et je pense qu'il du coup fait dire aux gens que potentiellement demain, est-ce qu'on fera l'effort encore d'aller au cinéma, d'anticiper effectivement une séance de cinéma, de faire l'effort d'aller au cinéma. Je pense qu'il y a aussi le sujet du prix et le sujet du coût. Effectivement, quand vous comparez une famille avec 2 enfants, par exemple, qui va se rendre au cinéma et vous faites le ratio avec ce que vous coûterait un bon film chez vous avec votre famille, bon, bah, globalement, le résultat est sans surprise. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un autre élément qui est très important, qui est l'espèce de société de la fin du hasard dans laquelle on est. Je pense que le cinéma... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le cinéma reposait sur quelque chose de très français, qui est la flânerie, qui est l'espèce de hasard, c'est-à-dire le hasard de passer devant une salle de cinéma et de vous rendre dans le film pour regarder le film que vous souhaitez parce que vous venez de voir l'affiche, devant. Il y avait quelque chose qui reposait sur l'aléatoire, sur l'envie spontanée. Le problème, c'est que, et ça c'était bien avant le Covid et bien avant les confinements, la réservation était devenue quasi obligatoire, en tout cas commençait à devenir un peu standardisée. Il fallait réserver pour être sûr d'avoir 4 places avec votre famille. Combien de fois vous avez peut-être vous-même ou des proches qui se sont rendus spontanément dans une salle de cinéma et se sont vus dire que bah, non, si vous n'avez pas réservé, il n'y a pas de salle malheureusement, comme un match de football qui se ferait à guichet fermé. Le cinéma a perdu ça, a perdu l'aléatoire, a perdu la spontanéité du choix, de la décision, l'ère de l'anticipation, est quelque chose qui est fatigant. Et par ailleurs, vous avez un sociologue qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann qui dit que nous sommes dans un espèce de ramollissement généralisé. On est face à un peuple qui serait ramolli, fatigué d'être soi-même. Et ben, vous ajoutez tous ces éléments-là, anticiper, réserver, sortir de chez soi, payer. Tout ça, c'est des éléments de fatigue physique, de fatigue psychologique qui sont peu compatibles avec une civilisation fatiguée. Alors, Noël Guarino, vous qui êtes spécialiste du cinéma chinois et de l'industrie chinoise cinématographique, la société chinoise, elle est très dynamique, elle n'est pas en train de se ramollir. C'est très, très différent. C'est très différent. C'est très différent. Les cinémas ont été fermés comme partout. Ils ont été fermés exactement du 23 janvier 2020, ils ont rouvert le 20 juillet progressivement avec une jauge de 30, puis 50, puis 75%. Et les gens se sont précipités au cinéma dès que ça a réouvert. Ça a commencé avec il y a 1 an pour les congés du 1er octobre, les congés de la fête nationale. Et puis ça s'est poursuivi avec le 1er janvier, les congés de fin d'année où les box-office a battu des records. Et puis il a battu un nouveau record pour les congés du Nouvel An, les congés de la fête de printemps, où là, ça a vraiment été... tous les records ont été battus. On n'avait jamais vu un box-office pareil, qui devait être, de mémoire, il devait être de 7,5 milliards de yuan ou quelque chose comme ça, avec 2 films qui ont attiré 80% des spectateurs. Et c'était assez spectaculaire. Enfin, pour minimiser un peu cela, il faut dire également que pendant les congés ces fameux congés du Nouvel An là, qui ont attiré tant de spectateurs. Habituellement, congé du Nouvel An, ça signifie c'est la grande migration. Les gens vont voir leur famille aux 4 coins de la Chine, etc. Ce qui était impossible cette année, les déplacements interprovinciaux ont été interdits, n'ont pas été autorisés. Donc les gens se sont précipités dans les cinémas. Et ça a continué. Le mois de mai a été le mois de mai le plus lucratif pour le cinéma chinois de l'histoire. Avec de très bons films. Pour une raison particulière? Non, parce que les films ont attiré les spectateurs. D'accord. Il y avait de bons films qui ont attiré les spectateurs. Et ça s'est un peu tassé ensuite, avec notamment pendant l'été une baisse du box-office d'environ 25% globalement pendant tout l'été, mais que l'on peut expliquer de la façon suivante. C'est que vous savez que la Chine n'applique pas du tout la même politique anti-Covid que les pays occidentaux. Nous, on vit avec le Covid en Chine, c'est la politique du zéro Covid. Dès que vous avez 3 cas quelque part, on ferme tout. Voilà. Donc,
Guangzhou, qui est la 4e ville du pays, si je ne me trompe, au mois de juin, tous les cinémas fermés. Ensuite, Nanjing, début du mois de juillet, tous les cinémas fermés. Le festival de Pékin, qui devait avoir lieu au mois d'août, a vu ses dates reportées à cause de cela. On a assisté, et c'est tout à fait logique, à une baisse du box-office de 25% globalement pendant l'été. Exactement. Merci pour ce petit panorama de la situation en Chine. Si on revient un petit peu dans nos contrées, ce qui est mis en perspective avec justement la chute de fréquentation des salles de cinéma, c'est la montée en puissance des plateformes de VOD et en fait le fait que le monde du cinéma soit en train de faire face à une sorte de reconfiguration où les frontières se brouillent entre d'un côté les plateformes et le cinéma traditionnel. D'ailleurs, on peut souligner que Netflix est le studio qui a été le plus primé aux Oscars en 2021. C'est quand même symboliquement assez fort. Finalement, quelle est la différence aujourd'hui entre un film produit par une plateforme et un studio traditionnel? Est-ce qu'il y en a véritablement une? Et qu'est-ce que ça change finalement? Je pense qu'il n'y en a pas fondamentalement. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, vous avez beaucoup de studios qui dealent et qui négocient directement avec les plateformes pour que le film soit disponible en même temps sur la plateforme et en même temps dans les salles de cinéma. Il y a quelque chose qui était très intéressant à l'issue du premier confinement. Vous savez, le film Mulan, qui était le blockbuster qu'attendait tout le monde, et notamment les grands cinémas français, aux États-Unis, il n'est jamais sorti dans les salles. Il est uniquement sorti sur la plateforme Disney+. Alors, il y a un débat. Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir tendance à s'accentuer? Est-ce que c'est une tendance qui va se généraliser? Ou est-ce qu'ils vont trouver un équilibre entre les films diffusés sur la plateforme quelques semaines ou quelques mois après la diffusion dans la salle? Bon, moi, j'ai tendance à dire que c'est quelque chose qui va se généraliser. Les studios vont trouver de façon assez confortable, d'un point de vue financier, d'un point de vue pécunier, de sortir potentiellement uniquement dans les plateformes. Et donc, à mon sens, c'est une tendance qui peut se généraliser. Et si vous avez la généralisation de la tendance suivante, à savoir le film qui est effectivement dans une salle de cinéma, mais que vous pouvez aussi accéder le jour même de sa sortie sur Netflix ou sur Disney+. Vous terminez votre journée de travail, vous êtes un peu fatigué. Qu'est-ce qui va vous faire lever de votre canapé et de votre divan pour aller en salle, alors que le film qui sort le jour J, vous y avez accès sur votre écran de télévision? Noël Garino, est-ce qu'il y a aussi cette chronologie des médias en Chine? Est-ce que les choses se passent de la même façon? Non, comment ça évolue? C'est très différent. Il y a évidemment des sites de streaming qui sont très puissants, très importants. Au moment de la reprise, l'année dernière, on comptait 900 millions de streamers, ce qui est quand même considérable. Mais à ma connaissance, les films qui sortent sur les plateformes de streaming ne sortent pas en même temps dans les salles. Tout ça est très réglementé, c'est pas la loi de la jungle. Tout ce qui concerne le cinéma, c'est géré donc par China Film Administration. Tout ce qui concerne les sites de streaming, c'est géré par cette entité dont j'ai oublié le nom depuis l'éclatement de la CFRT qui gère toute la télévision. Donc tout ça est encadré. Il n'y a pas de chronologie des médias. À partir du moment où un film passe, contrairement en France, où je crois que c'est 4 mois, 3 mois, 4 mois pour passer en vidéo, ou ensuite en salle, et puis en télévision, etc. En Chine, le film fait ça. Ça sort en salle. Je parle des films destinés à la salle, parce que les films destinés au site de streaming, il y en a d'autres, c'est différent. Les films destinés à la salle sortent en salle, et lorsqu'ils ont terminé leur temps en salle, ils vont directement sur les plateformes de streaming, mais après leur exploitation en salle. Mais pas forcément, sans chronologie des médias, il n'y a pas 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Il y a aussi une évolution du public, peut-être, qui s'intéresse au cinéma. On constate notamment peut-être une diminution de la part des jeunes qui se rendent au cinéma ici en France, et probablement même dans l'ensemble de la zone occidentale. C'est un changement important aussi pour le cinéma, puisque c'est un art qui est à l'origine associé à la jeunesse. Absolument, c'est un changement important. On pourrait le comparer, vous savez, au rapport au vote et au rapport à l'abstention. Globalement, quand vous regardez aujourd'hui comment se passe et qui va voter aux différentes élections, présidentielles peut-être à part, qui reste une élection très particulière, mais prenons les dernières élections régionales, vous regardez, vous avez plus de la majorité de la population des plus de 60 ans qui a été votée, alors que vous regardez les 18-24, vous avez 8 jeunes de 18 à 24 ans, 8 jeunes sur 10 de 18 à 24 ans qui n'a pas été voté. Ça donne le sentiment que
Au même titre que, à mon sens, la jeune génération considère le fait de voter, l'acte même de voter, comme quelque chose d'obsolète, comme quelque chose de ringard, comme quelque chose qui appartiendrait au vieux monde, cette jeune génération-là, peut-être qu'elle a exactement le même a priori quand aujourd'hui on lui parle de cinéma. C'est quelque chose d'obsolète, c'est quelque chose de ringard, de vieux jeu qui n'a plus lieu d'être dans nos vies. Un peu comme nous-mêmes, gens de notre génération, on parlait des CD. Quand on nous parlait des CD de nos parents, on disait mais en fait tout ça n'a plus lieu d'être avec les iPods, avec toute la musique streaming, avec le numérique globalement qui nous permet d'avoir toute la musique qu'on veut totalement dématérialisée. Bon, je pense qu'il y a un rapport comme ça à l'obsolescence. Et une partie peut-être de la jeune génération considère obsolète une partie de ce, en tout cas de ce loisir-là, de ces divertissements-là. Par ailleurs, je pense qu'il y a un élément qui est très important à prendre en compte quand on s'intéresse aussi à la jeune génération, mais au public dans son ensemble, c'est la grande défiance en fait vis-à-vis d'autrui aujourd'hui dans la société française. Aujourd'hui, quand vous interrogez les Français, vous avez 7 Français sur 10 qui sont d'accord avec le fait qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Je parlais tout à l'heure du recroquevillement sur soi, du recroquevillement sur sa sphère intime. Cette civilisation du cocon dont parle un journaliste qui s'appelle Vincent Cogbert, elle a un impact et des conséquences. C'est qu'on va avoir de moins en moins tendance à se rendre dans des lieux collectifs, dans des lieux où on va rencontrer des gens que nous ne connaissons pas. Et par ailleurs, on oublie souvent quand même ce qui s'est passé, et là on va parler de Paris, mais 2015, les attentats en janvier, les attentats en novembre, tout ça a créé, a fomenté quelque chose, en tout cas qui paraissait invisible à l'œil nu. En plus, on a surjoué le côté on va retourner sur les terrasses, on va retourner à faire des choses collectives, comme pour se rassurer que tout était comme avant. Mais je pense qu'il y a quand même une partie de notre insouciance qui a disparu, une partie de notre rapport de confiance envers autrui qui a disparu. Et effectivement, quand vous allez dans une salle de cinéma, vous allez vers quelque chose d'inconnu, vous allez à côté de personnes que vous ne connaissez pas, qui n'appartiennent pas à votre sphère intime. Ça me fait penser exactement au même rapport qu'a la jeune génération vis-à-vis des boîtes de nuit. Quand vous interrogez aujourd'hui la jeune génération, vous apercevez qu'au cours des 20 dernières années, d'ailleurs, vous avez la moitié des boîtes de nuit françaises qui ont eu tendance à disparaître. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup du Covid et du confinement comme étant l'une des conséquences de la disparition des boîtes de nuit. Or, les boîtes de nuit étaient déjà rendues obsolètes par la jeune génération qui considérait que c'était des lieux insécures, qui considéraient que c'était des lieux où on n'était pas entre nous, on n'était pas entre amis, qu'on ne savait pas trop où aller. Il y avait aussi l'élément du prix, qui est le même élément qui peut susciter du rejet vis-à-vis du cinéma. Bon, tous ces éléments-là font qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet vis-à-vis de la jeune génération. Et l'élément central, ce que je dis au début, c'est qu'effectivement, on peut avoir tendance à penser que cette jeune génération considère ce loisir comme un loisir obsolète. On va peut-être terminer là-dessus. Juste un dernier mot, peut-être l'aspect collectif justement que vient de souligner Jérémy Pelletier. Vous pensez que ça a vraiment c'est très différent, une incidence sur la façon d'aborder le cinéma? Culturellement, c'est très différent parce que déjà, la population chinoise est tellement importante que les gens ont l'habitude de se côtoyer ensemble, ils ont l'habitude d'être dans des foules. Et puis la culture chinoise met beaucoup plus en avant le collectif que celle occidentale. Le cocooning, c'est pas du tout... Ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe avec le cinéma chinois. La population, si vous m'aviez interrogé il y a 4-5 ans, je vous aurais dit la population, les gens qui vont au cinéma ont moins de 20 ans. C'est ce que je vous aurais dit il y a 4-5 ans. Mais depuis, il y a eu des films qui ont été faits pour des gens plus âgés. Et maintenant, donc, ça s'adresse à une population un peu plus âgée. Mais globalement, le spectateur moyen chinois a moins de 28-29 ans. Hein. Merci à tous les deux. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission en nous intéressant à un film qui vient de sortir fin septembre en France. Avec Poumon vert et tapis rouge, nous ne nous intéresserons plus à l'avenir du cinéma, mais plutôt à celui de la planète et au rôle que le cinéma peut jouer pour aider à la sensibilisation sur la protection de la nature. Et pour cela, j'accueille Luc Marescot. Bonjour Luc Marescot et merci d'être venu dans notre émission. Vous êtes réalisateur, scénariste et chef opérateur. Vous avez réalisé plus de 80 documentaires en France et à l'international et collaboré pendant 22 ans avec l'émission Ushuaïa Nature, une émission de découverte de paysages naturels. Et votre dernier film, donc, Poumon vert et tapis rouge, vient de sortir dans les salles, je crois. Hein, c'est ça. Donc pas seulement sur les plateformes. C'est ça, je sors de l'écran de télé pour aller dans les salles, pour un but bien particulier. Oui. Voilà. Alors, c'est un objet assez original, hein, ce film. Il raconte l'histoire d'un documentariste passionné
qui est passionné par la nature et qui veut aider un botaniste à sauvegarder les dernières forêts tropicales. À partir de là, il décide de faire un film de cinéma qui puisse toucher un large public. On va regarder tout de suite une bande-annonce pour commencer. J'imagine un blockbuster, un thriller écologique qui donne envie d'agir. Et DiCaprio, alors il a dit quoi? Luc Maresco, ce film, c'est en fait votre histoire et celle de votre rencontre avec le botaniste Francis Allais. Donc ça, c'est la partie poumon vert. Et puis, il y a le cinéma, le tapis rouge. Est-ce que vous pourriez nous raconter la combinaison entre les deux? Oui, en fait, c'est deux mondes qui cohabitent. En fait, moi, pour raconter tout le process, il y a 20 ans, je rencontre Francis Allais, le botaniste. J'ai déjà filmé des forêts, mais lui me la raconte dans le détail. Et en fait, il me fait aimer sa forêt au travers de ses histoires. Et je le vois comme un Don Quichotte. Il est devant ces océans verts. Et c'est un peu David contre Goliath. Il se bat contre la déforestation. Du coup, moi, comme mon arme, c'est l'image, je me dis, je peux pas ne pas bouger, l'aider, quoi. Donc, j'enchaîne 12 documentaires sur les forêts tropicales, donc Amazonie, Congo, Gabon. J'ai eu la chance d'aller dans tous ces coins-là. Et puis, comme vous avez pu le voir, ça n'a pas beaucoup arrêté les tronçonneuses. Il y a un documentaire qui a bien aidé en Papouasie, où ça a participé à faire arrêter des lois sur la déforestation. Mais autrement, ça ne faisait pas bouger. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie d'aller vers le cinéma parce qu'en fait, on ne convainc pas avec des arguments, mais on convainc avec des émotions. Et il y a un film qui a été incroyable pour ça, c'est Blood Diamond, avec DiCaprio. Il y avait eu plein de documentaires sur le trafic illégal de diamants, ça ne fait pas bouger les lignes. Et alors ça renforce la connaissance d'un milieu de connaisseurs, mais ça n'a pas fait bouger les lignes. Et Blood Diamond sort, il y a moins 15% sur le trafic illégal de diamants l'année qui suit. Du coup, je me dis, mais pourquoi on ne ferait pas un Blood Forest qui participe à faire baisser la déforestation de 15%? Du coup, je me lance dans l'écriture et je commence puisque je change de la position de documentariste à cinéaste, je me dis la chose qui vraiment est différente, c'est la direction d'acteur. Donc je vais au cours Florent, pas pour devenir comédien, mais pour comprendre comment les comédiens fonctionnent. Et là, j'ai pris une claque, quoi. C'est-à-dire que ce que je vivais sur un plateau, c'était 10 fois plus fort qu'un saut en parachute, en chute libre que j'avais fait 15 jours avant. Et le naturel revenant au galop, je me suis dit, je vais faire un documentaire sur le chemin qu'il faut pour faire aboutir un projet pareil, un peu fou, quoi. Et du coup, ce film, Poumon vert et tapis rouge, il allie le monde du cinéma et le monde des forêts qu'il essaie de faire cohabiter. Et du coup, c'est un petit peu avant le vrai film de fiction qui existera, c'est un peu comme un cheval de Troie. C'est que j'avance dans le monde du cinéma avec une histoire un peu glamour. Il y a un projet derrière d'un film de fiction. Oui, c'est ça. Il y a un projet d'un film de fiction. Un thriller écologique. Un thriller écologique. Et d'ailleurs, qu'on a écrit, qui est déjà là, qui est prêt à être porté. C'est en fait Poumon vert et tapis rouge racontent toute cette aventure. Donc par exemple, les étudiants en école de cinéma, ils adorent ce film parce que ça leur donne plein de tuyaux. Et la bonne nouvelle, c'est que en fait, il a été lu par 2 éditeurs qui l'ont adoré. Et du coup, il a fallu décider lequel. Et donc le scénario est novélisé, c'est-à-dire qu'il sort en bouquin chez Fayard début 2022. Ce qui augmente les chances de le faire produire en film. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des films, beaucoup de films sont des adaptations de livres. Mais alors, ce qu'il ne faut pas oublier dans ce film, c'est que c'est la nature qui est au centre de l'histoire, même si le cinéma est là pour aider en fait, à faire passer un message. Pourquoi c'est important de mettre la nature véritablement au centre du film et pas simplement comme un décor? En fait, ce qui se passe, c'est que
Si on regarde, la nature n'est jamais vraiment le personnage d'un film. Elle est toujours le personnage secondaire ou un décor. Pourquoi? Parce que, en fait, les réalisateurs, 99% des films qui sortent sont des films urbains, parce que les réalisateurs sont des urbains. Et ça me rappelle une réflexion de Martin Scorsese dans une interview, où il disait le meilleur conseil qu'on m'ait donné quand j'étais jeune, c'était t'habites à Little Italy, qui est un quartier de New York, tu fais tes films à Little Italy, en tout cas tes premiers films. Donc il y a eu Taxi Driver et tous les autres. Pourquoi? Parce que les dialogues vont être justes, tu vas connaître tous les recoins donc tes histoires seront crédibles. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de réalisateurs qui vivent au cœur de la forêt. Il n'y a pas Tarzan ou Mowgli ou même Francis Allais, le botaniste dont je parle, qui soit réalisateur. Donc c'est deux mondes qui ont du mal à cohabiter. Du coup, les réalisateurs, quand ils utilisent la nature, c'est un paysage, c'est un décor. Même dans 10 Revenantes avec DiCaprio, ok, DiCaprio, c'est un très beau film, mais DiCaprio, il a froid, la montagne, il fait froid. Oui, d'accord, mais tu ne nous donnes pas la compréhension de l'écosystème. Peut-être que le meilleur film qui est dernièrement, qui ait mis la nature comme personnage, c'est Avatar. Donc ça fait déjà 10 ans. Ouais. Et après, il y a eu des films de défense de la nature. Il y a Woman at War, il y a Dark Waters, il y a Erin Brockovich, il y a plein de films comme ça. Mais c'est la partie humaine qu'on traite. Ouais. Et la nature est un décor. Et donc maintenant, il faut qu'on allie les deux. Le problème qu'on a, c'est que nous, réalisateurs qui sommes sur le terrain, moi, hors année Covid, je suis 8 mois par an sur le terrain. Donc pendant 8 mois, ça veut dire que je ne vois pas de films, je ne suis pas cinéphile. Et les 4 mois qui rentrent, je dois monter mes films et puis voir mes gamins et tout ça. Donc du coup, la vraie connaissance de la nature, elle n'est pas dans les vrais réalisateurs de renom, on va dire. Donc il faut une alliance des deux et ça, ce n'est pas encore arrivé. Mais ça avance. Je vois, cette année, pour la première fois, il y avait une sélection cinéma et climat. Alors, il y avait marqué sélection Cannes, éphémère. Moi, je pense qu'elle ne va pas être éphémère du tout. Elle va même se renforcer, mais sans doute. Voilà. Alors justement, dans la première partie de l'émission, on a parlé des thèmes qui intéressent aujourd'hui les spectateurs. L'environnement en fait partie. On voit quand même beaucoup de films sur ce sujet. Est-ce que c'est véritablement un thème qui intéresse ou alors est-ce que c'est simplement une volonté de personnes qui veulent faire des films sur ce sujet et puis qui ne trouvent pas leur public? D'après vous, peut-être Jérémy Pelletier? Je pense que c'est un thème qui intéresse. C'est un thème qui intéresse au-delà de la seule question cinématographique et de la seule question des arts. Enfin, quand on interroge les Français sur leur sujet de préoccupation, notamment par exemple en vue de la présidentielle, on voit que l'environnement, la question de la transition énergétique, la question climatique, elle est devenue centrale. Ça devient effectivement au cœur des préoccupations. Maintenant, moi, je m'interroge toujours sur justement le rôle du cinéma. Alors effectivement, et je pense que vous avez totalement raison, c'est un vecteur très puissant pour faire passer un certain nombre de messages. Maintenant, il ne faut pas tout attendre, je pense, du cinéma pour résoudre des questions sociétales. Les films, par exemple, ou les documentaires sur la Shoah n'ont pas entraîné une baisse de l'antisémitisme, et notamment en France. Et par ailleurs, si je prends un troisième élément, il faut toujours faire attention aussi à ce que l'offre cinématographique ne soit pas une offre intégralement pointée ou centrée sur des leçons sociétales et sur des leçons de morale. Et je pense qu'il faut toujours conserver, en tout cas, je ne suis pas réalisateur ni producteur, mais je pense que pour les spectateurs, les téléspectateurs, il faut veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre du divertissement, quelque chose qui fait rêver les Françaises et les Français qui viennent dans une salle, et un film, effectivement, à visée sociétale comme ce que vous faites, et c'est très joli, et c'est très bien, mais il ne faut pas que, à mon sens, le cinéma devienne intégralement un cinéma moral. Vous voulez réagir? En fait, ce qui se passe, c'est que je suis entièrement d'accord, mais il y a plein de choses. Par exemple, le botaniste Francis Allais, si dans un film, il raconte à sa petite fille qui est perchée dans un canopé avec lui, qui lui raconte qu'il y a des lianes au Chili qui grimpent sur 5 arbres différents, 5 espèces, et à chaque fois qu'elles en atteignent un, leurs feuilles se camouflent et deviennent comme les feuilles de l'arbre sur lesquelles elles sont. Plein de petites choses qui font rêver, en fait. Comprendre l'écosystème forêt, et forêt tropicale notamment, de façon à émerveiller. Et le cinéma est là pour émerveiller. Donc la nature a plein de choses pour rejoindre le monde du cinéma et émerveiller les gens. Et loin du discours. C'est le problème, quand DiCaprio s'intéresse c'est un acteur engagé, mais quand il s'intéresse à l'environnement, il fait des documentaires. La 11e heure, Before the Flood, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment qu'il y ait ce lien entre un réalisateur et un écosystème merveilleux pour faire des vrais films où la nature soit le vrai personnage. Noël Garino, c'est une tendance qui existe aussi en Chine? C'est une tendance qui existe aussi également en Chine, mais pas, à ma connaissance, pas dans les sorties en salle. Par contre, il y a un certain nombre de documentaires qui ont été tournés, et qui ont été extrêmement populaires,
soit en streaming, soit en vidéo d'ailleurs, sur la nature en Chine, la Chine vue du ciel, etc. Il y a eu de très longues séries sur ce sujet et qui se sont d'ailleurs très bien vendues à l'export. Eh bien, c'est l'heure de conclure cette émission. Merci beaucoup à vous trois, Jérémy Pelletier, Noël Garino et Luc Maresco, d'être venus nous parler de cinéma dans cette émission qui donnera peut-être envie d'aller voir Poumon vert et Tapis rouge. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro de Pour tout vous dire.